Dans la voûte de verdure qui couvre de ses arches l'eau toujours haute, les branches crient et se ploient sous le poids des singes laineux. Le singe laineux est aussi appelé lagotriche ou singe de Humboldt. Il fait partie du groupe des cébidés et doit son nom à son poil court, planté dru et tassé. Comme la plupart des primates du Nouveau Monde, le laineux mène une vie strictement arboricole. La face interne de sa queue est dénudée près de l'extrémité, ce qui offre à l'animal une meilleure prise sur les branches. Pourtant, le laineux, qui fait partie des plus lourds primates de la forêt, n'aime guère sauter de branche en branche. Il sait qu'une chute lui serait plus dommageable qu'à un petit singe et évite de se comporter en casse-cou. Comparé à d'autres, le laineux est un singe sage. Quand un singe laineux tombe du ciel le long d'un tronc, c'est généralement sous l'effet de la soif. Peu attiré par l'idée de prendre un bain, l'animal boira généralement suspendu dans le vide. Comme d'énormes flocons noirs posés sur les branches, les singes laineux vivent en groupe. Un groupe est composé d'un mâle dominant et de son harem, ou, si la population est nombreuse, sur un même territoire, de plusieurs mâles et d'un plus grand nombre de femelles. Les singes laineux vivent souvent près d'un cours d'eau où ils trouvent en plus grand nombre les fruits, les fleurs ou les baies dont ils aiment à se nourrir. Sur les plages qui bordent le fleuve, à certains endroits de son parcours, un peuple innombrable et discret partage son temps entre le sable et l'eau. Sans cesse en quête de nourriture, le crabe fait route vers les débris organiques ou les cadavres d'animaux qui constitueront son repas du jour. Sa tête porte de puissants appendices masticateurs qui le transforment en machine à ronger, à broyer, à nettoyer. Les yeux du crabe sont composites comme ceux des insectes et recouverts d'une cuticule transparente qui forme la cornée. Le crabe et l'ensemble des crustacés jouent dans le domaine aquatique un rôle écologique comparable à celui des insectes sur Terre. Dans les océans comme dans les rivières, la masse de matière vivante qu'ils représentent est gigantesque.
En particulier, même si leurs formes sont moins variées que dans les océans, les innombrables petits crustacés qui peuplent l'Amazone et ses affluents constituent un véritable plancton d'eau douce. Ils servent de point de départ à la chaîne alimentaire subaquatique. Sur le plancher fluvial où se pose le crabe, une boursouflure du sol se met à vibrer. C'est une raie osselée. Dissimulée au regard de ses proies et de ses prédateurs, elle ressemble au sable sous lequel elle s'enfuit. La raie osselée est cousine de la raie pastenague, mais ne peut vivre que dans les cours d'eau d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Son épine dorsale porte des piquants venimeux qui la font redouter des hommes plus que le piranha. Chan est un vieux dauphin borgne et pathétique. Échoué sur le dernier rivage du temps, incapable de s'alimenter, il n'attend plus que la mort. Mais la mort tarde à venir. Et soudain, au lieu d'elle, c'est une jeune dauphine qui surgit du fond des eaux. D'abord hésitant, puis plus résolu, Chan s'éveille de sa torpeur et accepte que le corps de Bora, la dauphine, si lisse, vienne frôler le sien, ulcéré de blessures. Brusquement, par la grâce de cette présence près de lui, Chan réapprend le bonheur de nager dans la lumière. Il se redécouvre complice du grand fleuve, fraternel, qu'il a vu naître et grandir. Près de lui, Bora est si douce, si pleine d'énergie. Chan oublie son âge et ses blessures. C'est sa dernière parade. Il revit. Mais hélas, la fatigue revient déjà, et Chan se laisse de nouveau glisser au fond du fleuve. Bora est parvenue à arracher encore au vieux dauphin quelques parcelles d'énergie. Mais pour elle, peut-être, le temps est-il déjà venu de repartir vers ceux de son âge. Peut-être s'est-elle déjà lassée de son nouveau compagnon. Bora s'éloigne. Elle repart vers le large et vers la vie. Pour Chan qui s'enfonce dans le fleuve d'ombre, elle était le dernier bonheur, le dernier cadeau de la vie.
Le ciel condamne les vieux dauphins de même qu'il voue à une mort probable ceux que la maladie affaiblit. Il en est ainsi dans un environnement impitoyable où la sélection naturelle fait le tri des vivants. Un opossum fébrile se mire dans l'eau d'un étang. Le petit animal, qui appartient à l'ordre des marsupiaux, semble amorphe et vaguement hébété. L'opossum titube sur la souche et perd son équilibre. Un mal mystérieux a atteint l'animal qui tremble et désespérément tente de reprendre des forces. Même boire devient une véritable épreuve. Enfin, l'opossum revient vers la terre ferme. Il ignore encore que lorsqu'on est blessé ou malade dans la forêt, un prédateur est toujours là, dissimulé dans le tapis d'herbe trop haute, qui attend son dû et l'attendra aussi longtemps qu'il le faudra. En quelques secondes, l'opossum a cessé de vivre, étouffé par les anneaux du boa. Celui-ci ne relâche pas encore sa prise. Il ne le fera que lorsqu'il sera sûr qu'aucun souffle, aucun soubresaut ne risque plus d'agiter encore le corps de sa proie. Puis, quand il juge venu le moment de prendre son repas, le serpent en évalue la nature en ramenant vers sa bouche, grâce à sa langue, des paquets d'odeurs, aussitôt analysés par son cerveau. Il peut à présent commencer à ingérer l'opossum grâce à des mâchoires qui ne sont pas, comme chez beaucoup d'autres animaux, solidaires l'une de l'autre. Cette particularité permet aux serpents d'avaler des proies d'une taille supérieure à leur propre diamètre. Les dents du serpent font glisser la proie vers l'œsophage. Puis tous les muscles du corps se mettent en action pour la faire avancer dans le tube digestif. Le serpent est avantagé en cela par le fait que ses côtes ne sont pas reliées à un sternum et peuvent se dilater. Enfin, la peau du reptile peut s'étirer et se distendre au fur et à mesure que la proie poursuit son parcours dans le système digestif.
Sur les prairies de jacinthe flottantes qui constituent son habitat favori, le jacanas, casqué de cuir rouge, se préoccupe de lisser et de nettoyer ses plumes. Puis sa toilette achevée, l'oiseau part pêcher. Son pas ne s'enfonce jamais grâce à de longs doigts qui s'étalent sur les plantes comme des radeaux. C'est l'heure où chacun savoure les produits de sa pêche. Pour venir à bout des crabes, grenouilles ou poissons dont elle se nourrit, la loutre géante de l'Amazone est dotée de puissantes molaires qui réduisent en bouillie les os et les arêtes. La vigilance des loutres est toujours en éveil. Et quand un animal se fait toiletter par l'un de ses congénères, il assume toujours en même temps la charge de leur sécurité commune. Yaga, la loutre, a creusé le terrier qu'elle occupe avec son clan et ses enfants sur le flanc d'une berge. L'endroit est idéal car les prédateurs ne peuvent le voir d'en haut ni l'atteindre d'en bas, grâce aux boues qui rendent son accès si glissant. Yaga extrait du nid l'un de ses deux bébés. Bien qu'ils aient grandi, les enfants de la loutre ne se baignent pas encore toujours de leur propre gré, et la mère doit aller les chercher quand elle veut leur faire partager la vie aquatique du groupe. Encore malhabile, le premier des bébés n'a qu'une hâte, revenir au terrier. Mais il faut d'abord parvenir à remonter le toboggan qui en protège l'accès. Le second bébé, plus intrépide, sort et se jette à l'eau sans l'aide de sa mère. Son frère se ravise alors et rejoint sa famille pour un bain collectif. Pour le plus indépendant des deux bébés, revenir au nid constitue un exercice difficile. Pourtant, l'obstacle sera franchi sans réelle difficulté. Mais il n'en va pas de même pour son frère plus maladroit, qui couine pour demander l'aide de sa mère.
faudra finalement que Yaga saisisse son bébé par le cou pour que la mère et ses enfants se retrouvent enfin rassemblés au creux de l'abri communautaire. Postés à l'extérieur, les autres membres du groupe en assureront la garde. Voici quelques jours, Chan, le vieux dauphin rose, se rappelait près de Bora les gestes amoureux de sa jeunesse. À présent, la jeune dauphine est partie et Chan se laisse dériver plus qu'il ne nage, sans autre but que de ne plus sentir la blessure du temps sur son corps. Le fleuve d'ombre appelle Chan vers sa surface et, une fois encore, le dauphin remonte pour respirer encore un peu. Chan est doucement venu s'échouer sur la grève. Il ne repartira plus vers le large. Nul ne peut dire s'il ne le peut plus ou s'il ne le veut pas. Brûlé par le soleil, endolori de meurtrissures, il attend simplement que s'usent ses dernières forces. Chan vécut et se laissa mourir dans les eaux du Rio Taparo, l'un des affluents de l'Amazone. C'était pendant la saison des pluies. Quelques jours plus tard, selon leur cycle ordinaire, les eaux du fleuve se remirent à baisser.